Je m'appelle Demi James, j'ai 38 ans, et je suis capitaine, dans l'armée des États-Unis. Aujourd'hui, je me tiens entièrement seul, aux funérailles de mon père. Dans mon uniforme de cérémonie solennelle, je garde le dos droit, pendant que mon cœur se brise, à l'intérieur de ma poitrine. Mais Vanessa, ma sœur aînée, qui se tient là dans une robe noire de créateur au décolleté plongeant, se penche pour murmurer, « Pauvre Demi, tu as l'air si raide et desséché, dans cet uniforme. » Pas étonnant, que Darren ait choisi ma douceur. Il a dit, que te tenir dans ses bras. C'était comme serrer un bout de bois. Elle sourit d'un air suffisant, jetant un coup d'œil à Darren, mon ex-fiancé, qui signe maintenant le registre avec un stylo Mont Blanc brillant, agissant comme s'il était le maître de toute cette cérémonie. Il pense que je suis toujours la ratée, qui s'est enfuie il y a 4 ans. Ils n'ont aucune idée, que l'homme qui sort du SUV blindé noir à l'extérieur, tient leur devis, entre ses mains. Commentaire, la force. Si vous croyez que la meilleure vengeance est un succès éclatant, abonnez-vous pour voir le karma frapper les traîtres, exactement là où ça fait mal. Une fine bruine tombe sur l'Ohio. L'humidité glaciale s'infiltre à travers les couches de laine de mon uniforme de cérémonie militaire. Je monte la garde, près du cercueil de mon père, mes chaussures en cuir verni étant tachées par la boue du cimetière. Les notes de clairon de la sonnerie aux morts transpercent le silence. C'est le son le plus sacré pour une famille de militaires. Un moment où chaque tête devrait s'incliner avec respect. Mais pas aujourd'hui. La solennité est brisée par le cliquetis distinct des talons aiguilles sur la pierre. Vanessa s'approche, et un nuage de Chanel numéro 5 étouffe le parfum délicat des lys blancs qui entourent la tombe. Elle ne regarde pas la photo de papa. Au lieu de cela, elle scrute la foule, vérifiant si quelqu'un admire sa robe noire sur mesure. Sa présence donne l'impression de renverser une bouteille d'encre noire sur l'ultime et digne portrait de mon père. Vanessa se tient trop près de moi, feignant la posture d'une sœur réconfortante pour les badauds, mais ses mots sont du pur venin distillé. Mon Dieu. Elle fait claquer sa langue, sa main lissant mon revers, comme pour en épousseter la saleté. Regarde-toi. 38 ans, pas de mari, pas d'enfant, juste ces médailles de métal froid, sur ta poitrine. Papa a dû être si triste, de voir sa cadette échouer ainsi. Elle se penche à mon oreille, chuchotant cruellement, pour que personne d'autre n'entende. Darren avait raison. Tu es né pour être un soldat, pour souffrir, et non pour être aimé. Les hommes ont besoin d'une femme, pas d'un commandant. Chaque mot est un poignard, visé droit sur mon estime de moi. Mais, je n'ai pas le droit de pleurer. Un soldat ne pleure pas, devant l'ennemi. Je regarde droit devant moi, fixant mes yeux sur l'horizon, refusant de lui donner la satisfaction d'une seule larme. Puis, Darren apparaît. Il sort d'une Mercedes classe S de location, ajustant une cravate en soie, qui semble bien trop chère, pour l'occasion. Il est plus lourd que dans mes souvenirs, son visage luisant de la graisse, d'un homme qui pense avoir acheté le rêve américain. Il marche droit vers moi, non pas pour m'offrir ses condoléances, mais pour se pavaner. « Bonjour, Demi, dit-il, sa voix dégoulinant de condescendance. J'ai entendu dire que tu es toujours, dans cette base au milieu de nulle part à Seattle, JBLM, c'est ça? C'est dommage. Si tu avais appris à être un peu plus douce à l'époque, tu profiterais peut-être de la vie, comme le fait Vanessa maintenant. » Il me regarde avec pitié, le genre de regard que l'on donne à un chien errant qui frissonne sous la pluie. Il veut que je le voie. Il veut valider le fait qu'il m'a jeté pour choisir une version meilleure et plus féminine. Il se tient à côté de Vanessa, leurs bras s'enlaçant, se présentant comme le couple parfait et prospère, au milieu de mon chagrin. Mais la partie la plus douloureuse, ce ne sont pas leurs mots. C'est la foule. Mes tantes et oncles, ces mêmes personnes qui m'ont félicité lors de ma remise de diplôme à West Point, hochent maintenant la tête en me regardant, avec une sympathie maladroite. Ils s'agglutinent autour de Vanessa, poussant des exclamations d'admiration, devant la bague en diamant à son doigt. Je sais de source sur quelle est achetée à crédit, probablement une dette de carte de crédit dans laquelle il se noie. Mais pour ces gens-là, cela ressemble à la réussite. Vanessa a si bien réussi, chuchote-t-il assez fort pour que je l'entende, c'est une fille tellement chanceuse. Je me tiens là, complètement isolé, au sein de ma propre lignée. Ils vénèrent la briseuse de ménage, ainsi que le traître, simplement à cause de leur apparence tape à accent grave l'œil.
Je serre les poings à l'intérieur de mes gants blancs, mes ongles s'enfonçant profondément dans ma paume, jusqu'à ce que cela pique. Oui. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Je récite le psaume 23 en silence, dans ma tête. C'est la seule chose qui m'empêche de hurler. Je ne craquerai pas. Pas ici, et pas aujourd'hui. Je regarde Darren marcher vers la table commémorative. Il tire un stylo de sa poche de poitrine, pour signer le registre des invités. C'est un mont blanc, d'un noir brillant, avec une agrafe en or. Il appose sa signature avec emphase, en faisant un véritable spectacle, laissant la lumière accrocher le corps en résine du stylo. Mon souffle se coupe. Ce stylo, ce n'est pas juste un stylo. C'est un déclencheur. La vue de cet instrument noir et brillant dans sa main, m'arrache violemment au cimetière, me ramenant 4 ans en arrière, à l'instant où ce stylo a signé la fin de mon innocence. L'éclat brillant de ce stylo mont blanc dans la main de Darren, agit comme un déclencheur hypnotique, entraînant ma conscience en arrière. Le ciel gris du cimetière se dissipe, remplacé par l'air chaud et humide, d'une soirée de fin d'été, il y a 4 ans. J'étais une personne différente, à l'époque. J'avais 24 ans, j'étais premier lieutenant, et naïvement optimiste. Je venais tout juste de rentrer, d'un exercice d'entraînement sur le terrain, épuisant et long de 2 semaines. Mes bottes étaient incrustées de boue séchée. Mes cheveux étaient un désastre de frisottis et de sueur, attachés en un chignon désordonné. Et, je sentais le carburant diesel, ainsi que la terre humide. Mais, je m'en moquais. Je ne suis pas rentré chez moi, pour me doucher. Je voulais le voir, lui en premier. J'ai conduit directement, vers le bureau de Darren, dans le centre-ville de Columbus. Sur le siège passager, se trouvait un sac en papier blanc, contenant des plats à emporter du Siam Orchid, remplissant ma Jeep de l'arôme savoureux, du pad thaï et de la sauce aux cacahuètes. C'était son préféré. J'ai souri en moi-même, en m'insérant sur l'autoroute, répétant la scène dans ma tête. Je l'imaginais lever les yeux de son bureau, fatigué de travailler tard comme il le prétendait toujours, son visage s'illuminant, en me voyant. Il me serrait dans ses bras, malgré la saleté, et me dirait « Bienvenue à la maison, ma guerrière ». Je croyais sincèrement que Darren était mon havre de paix. Dans une vie définie par des ordres stricts et de rudes déploiements, je pensais qu'il était la seule douceur civile que j'avais le droit de garder. J'avais tort. Ce fut une erreur de calcul, fatale. L'immeuble de bureau était silencieux, à 20 heures. Le personnel de nettoyage était déjà parti, laissant les couloirs sombres et résonnants. J'ai marché doucement, vers son bureau d'angle, mes bottes de combat étonnamment silencieuses, sur la moquette industrielle. Je voulais lui faire une surprise. J'ai serré le sac chaud de nourriture à emporter, mon cœur palpitant de cette excitation, stupide et innocente. Mais, à 3 mètres de sa porte, je me suis figé. Ce n'est pas un son qui m'a arrêté. C'était une odeur, lourde, florale et étouffante. C'était le parfum du gardénia. Non pas la fleur fraîche, mais ce parfum écœurant, excessivement sucré, qui flottait dans l'air comme un brouillard. Ce n'était pas mon parfum. Je portais des notes légères, d'agrumes. À vrai dire, cette odeur n'appartenait qu'à une seule personne, que je connaissais. C'était le parfum signature de ma sœur, Vanessa. Mon cœur s'est mis à marteler mes côtes, non plus par anticipation, mais à cause d'une terreur soudaine, et écœurante. Mon estomac s'est noué, l'odeur du pad thaï se mélangeant soudainement au parfum, pour créer un cocktail nauséabond. Puis, sont venus les sons. J'ai entendu un petit rire. C'était ce rire aigu, très théâtral, que Vanessa utilisait, lorsqu'elle voulait quelque chose de cher. Ensuite, est venu le bas murmure, d'une voix d'homme. Ne t'inquiète pas pour elle. La voix de Darren a filtré à travers la porte, partiellement ouverte. Ce n'était pas le ton respectueux qu'il utilisait avec moi. C'était moqueur, embrouillé par la luxure. Demi est aussi sèche qu'une tuile de toit. Elle ne reconnaîtrait pas la passion, même si elle la frappait en plein visage. La pauvre, a ronronné Vanessa. Elle essaie tellement d'être un homme. Le sang a déserté mon visage. Mes mains se sont engourdies. Je ne voulais pas y croire. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de la confirmation visuelle, pour tuer cet espoir, qui cherchait encore sa respiration, à l'intérieur de moi.
J'ai poussé la lourde porte en chêne. Le sac de nourriture a glissé de mes doigts. Il a heurté le sol avec un bruit sourd et humide, la barquette explosant sous le choc. Des nouilles fumantes, et de la sauce à l'orange, ont éclaboussé la moquette immaculée, mais aucun des deux n'a regardé le désastre. Ils m'ont regardé, moi. La scène devant moi était un tableau de trahison absolue. Ils étaient enchevêtrés, sur le canapé Chesterfield en cuir, dans le coin. Mais ce qui a brouillé ma vue de rage, ce n'était pas seulement leur nudité. C'était ce que portait Vanessa. Drapée sur ses épaules, déboutonnée et lâche, se trouvait ma chemise de camouflage de l'armée. Celle avec la bande patronymique, James, cousue sur le cœur. Cette chemise, que j'avais gagnée par la sueur et les larmes. Elle portait mon honneur, comme une pièce de lingerie bon marché. Darren s'est levé précipitamment, son visage perdant toute couleur, ressemblant à un cerf pris dans les phares d'une voiture. Ce n'est pas, mais Vanessa, elle, ne s'est pas précipitée. Elle ne s'est pas couverte, par honte. Elle a passé lentement une main, dans ses cheveux ébouriffés, resserrant ma chemise, sur sa peau nue. Elle m'a regardé de haut en bas, jaugeant mes bottes boueuses, et mon visage fatigué. Puis, elle a souri avec suffisance. C'était un sourire, de pure victoire. Ses yeux disaient tout ce qu'elle n'avait pas besoin de dire, à voix haute. J'ai gagné. Tu as perdu. Tu sers le pays. Moi, je me sers de ton homme. J'ai attendu les larmes. Elles ne sont pas venues. J'ai attendu l'envie de crier, de lancer un vase, de lui arracher les yeux. Cela n'est pas venu non plus. Au lieu de cela, un silence glacial et profond a rempli mes veines. C'était un déclic qui s'opérait. Dans l'armée, on vous apprend que lorsqu'une embuscade se produit, vous ne paniquez pas. Vous évaluez, vous réagissez. J'ai regardé Darren, qui essayait maintenant de remonter son pantalon, l'air pathétique et lâche. Ensuite, j'ai regardé la bague de fiançailles, sur ma main gauche. Un diamant solitaire, que j'avais été si fier d'exhiber. Maintenant, cela ressemblait simplement à une chaîne. Lentement, délibérément, j'ai retiré la bague de mon doigt. Ma main s'est sentie plus légère, instantanément. Je me suis avancé, vers la table basse en verre, devant eux. Je n'ai pas jeté la bague. Je l'ai posée, avec un tintement sec et délibéré, contre le verre. Le son a résonné, comme le marteau d'un juge. Vous, ces deux déchets, vous méritez l'un l'autre, ai-je dit. Ma voix était stable, vide de toute émotion. Le calme de ma voix m'a moi-même effrayé. Je leur ai tourné le dos. J'ai laissé la nourriture gâchée, sur le sol. J'ai laissé l'homme, que je croyais aimer. J'ai laissé ma sœur. Et, j'ai laissé l'ancienne Demi, dans cette pièce. Si vous seriez parti la tête haute tout comme Demi, appuyez sur le bouton j'aime, dès maintenant. Faites-le moi savoir dans les commentaires, en tapant « Partir », pour montrer que vous soutenez sa décision, de choisir la dignité, plutôt que le drame. Je suis sorti sur le parking, l'air frais de la nuit, frappant mon visage. Je suis monté dans ma Jeep, le moteur rugissant, noyant le silence de ma vie brisée. Je n'ai pas regardé en arrière, vers la fenêtre du bureau. J'ai simplement enclenché la vitesse, et je me suis dirigé, vers l'autoroute. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je ne pouvais pas rester dans l'Ohio, une seconde de plus. Cette nuit-là, je n'ai pas seulement fait mes valises, j'ai évacué. J'ai jeté mes sacs de sport, et une boîte de documents essentiels, à l'arrière de ma vieille Jeep Wrangler, comme si je fuyais une zone de guerre. D'une certaine manière, c'était le cas. J'ai demandé un transfert immédiat pour la base de Joint Base Lewis McChord, ou JBLM, dans l'État de Washington, le point le plus éloigné possible sur la carte depuis l'Ohio, sans avoir à nager, dans l'océan Pacifique. Le trajet fut un flou de 4800 km, d'asphalte et de misère. J'ai conduit comme une fugitive, alimentée par du café de station-service, et une rage brûlante et acide. Je n'ai pas allumé la radio, une seule fois. Je ne pouvais pas supporter d'entendre des chansons d'amour, ou de la musique pop joyeuse. J'écoutais simplement le bourdonnement des pneus sur l'autoroute, et le rugissement du moteur. Chaque fois que je m'arrêtais à un feu rouge, ou que j'étais coincé dans des embouteillages dus aux travaux, cette image clignotait, dans mon esprit. Vanessa, portant ma bande patronymique, me souriant avec arrogance. Cela m'a hanté à travers les champs de maïs du Midwest, à travers les montagnes du Montana,
et jusqu'à l'étreinte grise et brumeuse du nord-ouest du Pacifique. Je suis arrivé à Seattle, à l'aube. La ville m'a accueilli avec un lourd rideau de pluie, et un ciel couleur prune meurtrie. Je n'avais pas d'amis ici, pas de famille, et, grâce à la compte que j'avais versée pour un lieu de mariage qui refusait de me rembourser, mon compte en banque était presque à sec. Je ne pouvais pas m'offrir un bel endroit en ville, et la liste d'attente pour les logements sur la base était longue comme le bras. J'ai donc trouvé un studio, à l'extérieur de la base, à Tacoma. C'était un bouge. La moquette sentait les décennies de fumée de cigarettes froides, et la laine humide, une odeur qu'aucune quantité de désodorisant ne pouvait masquer. Les murs étaient fins comme du papier. Chaque nuit, je pouvais entendre mes voisins se disputer à propos d'argent, leur voix vibrant à travers le plâtre, me rappelant que la misère aime la compagnie. Pendant les 6 premiers mois, le menu de mes dîners n'a pas varié. C'était le repas de survie, de chaque étudiant fauché, et de chaque soldat sous-payé en Amérique. Des nouilles ramen Maruchan, saveur poulet. À 25 cents, le paquet. Je n'avais pas de table à manger. Je m'asseyais sur le sol froid en lino de ma kitchenette, en tailleur, tenant un gobelet en polystyrène, rempli de nouilles. La vapeur frappait mon visage, ne faisant absolument rien, pour réchauffer le froid, à l'intérieur de ma poitrine. Un mardi soir, alors que je faisais tourbillonner ces nouilles salées et industrielles avec une fourchette en plastique, j'ai fait l'erreur d'ouvrir Instagram. Ils étaient là. Vanessa avait publié un carrousel de photos. Elle et Darren étaient dans un complexe tout compris, à Cabo San Lucas. Sur une photo, ils tenaient des cocktails tropicaux, l'océan turquoise scintillant, derrière eux. Vanessa était bronzée, rayonnante, et portait une bague en diamant, ma remplaçante, qui accrochait la lumière du soleil. La légende disait, j'ai enfin trouvé mon âme sœur, vivant une vie bénie. J'ai fixé l'écran, jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Je mangeais des nouilles à 25 cents sur un sol sale, dans une ville pluvieuse, pendant que la femme qui avait trahi son propre sang, sirotait des margaritas au paradis, aux frais de mon ex-fiancé. L'injustice de cette situation était presque physique, comme un coup de poing dans le ventre. Pourquoi les méchants ont-ils eu droit à une fin heureuse? Pourquoi étais-je celle qui avait suivi les règles, et vécu avec honneur, celle qu'on avait laissée frissonner, dans le noir? Au travail, je suis devenu un fantôme. Je me présentais à la base chaque matin, à 6 heures tapantes. Je faisais mon travail, avec une précision mécanique. Je traitais les demandes logistiques, je gérais les chaînes d'approvisionnement, et je hurlais des ordres, quand cela était nécessaire. Mais, j'étais vide à l'intérieur. J'évitais le réfectoire. Je refusais chaque invitation, pour les verres du vendredi soir. J'étais terrifié à l'idée que, si je laissais quiconque s'approcher de trop près, il verrait les fissures, dans mon armure. Il verrait que le capitaine James, l'officier stoïque, était en fait une femme brisée, incapable de garder un homme. L'isolement a commencé, à jouer avec ma tête. Tard le soir, quand la pluie fouettait l'unique vitre de ma fenêtre, le lavage de cerveau a commencé à opérer. J'ai commencé à repasser en boucle les insultes de Vanessa. Peut-être qu'elle avait raison, pensais-je. Peut-être que je suis trop sèche. Peut-être que je ne suis pas digne d'être aimé. Peut-être que je suis juste une machine faite pour la guerre, et non pour fonder un foyer. Je perdais le contrôle. Je me noyais à la vue de tous, et personne ne le savait. Puis, est venue la main tendue d'une étrangère. C'était un vendredi après-midi de novembre, et la pluie tombait à verse. Je me précipitais vers ma Jeep sur le parking, la tête baissée, essayant juste d'échapper à un autre week-end de solitude. Capitaine James. Je me suis arrêté. Debout près de la sortie, se trouvait Ruth, une employée civile du département des finances. Je ne la connaissais pas bien, nous avions juste échangé des emails, pour des approbations de budget. Ruth était une femme dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants, et une attitude pragmatique. Elle a marché droit vers moi, ignorant la pluie, qui trempait son manteau. Elle m'a regardé droit dans les yeux, non pas avec pitié, mais avec une compréhension perçante. Vous avez l'air d'une personne qui porte le poids du monde sur ses épaules, depuis environ 6 mois de trop, a dit Ruth. Sa voix était ferme. Je vais prendre une bière au pub artisanal, au bout de la rue. Une bonne IPA, bien forte. Vous venez avec moi. J'ai ouvert la bouche, pour réciter mes excuses habituelles.
paperasse. Fatigué. Occupé. Mais la chaleur dans l'expression de Ruth m'a arrêté. C'était la première fois en 6 mois que quelqu'un me regardait comme un être humain. Pas comme un grade. D'accord, ai-je murmuré. Nous sommes allés dans un petit bar, faiblement éclairé, qui sentait le houblon et le vernis à bois. Ruth a commandé un pichet, dit pas local. Elle n'a pas été indiscrète. Elle n'a pas posé de questions sur ma famille, ou sur la raison pour laquelle j'avais l'air si hanté. Elle a simplement parlé de ses chiens, et de la circulation infernale, sur l'autoroute I-5. Après la 2e pinte, le barrage a cédé. Je ne le voulais pas, mais une larme a glissé sur ma joue, et a atterri sur la table en bois. Puis une autre. Ruth n'a pas bronché. Elle m'a simplement tendu une serviette, et a attendu. Quand j'ai finalement retrouvé mes esprits, elle a plongé la main dans son sac à main, et en a sorti une petite carte de visite, de couleur crème. Elle l'a fait glisser sur la table, jusqu'à moi. Dr Patricia Chin, spécialiste des traumatismes, et du SSPT pour les vétérans. Je suis passé par là où tu es, Demi, a dit Ruth doucement. Tu es une guerrière, ma chérie, mais même les guerriers ont parfois besoin d'un médecin. Ne laisse pas ton passé définir qui tu es. Batte-toi, pour toi-même. J'ai fixé la carte. Les bords étaient nets, la police de caractère, simple. Ce n'était qu'un bout de papier, mais dans la faible lumière de ce bar, il ressemblait à une bouée de sauvetage, lancée à une femme en train de se noyer. Je l'ai prise. Ma main tremblait, mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti entièrement seul. Le cabinet du docteur Patricia Chin ne ressemblait en rien à la suite de directions élégantes et remplies de cuir, où mon cœur avait été brisé, il y a 4 ans. Il n'y avait pas de bureau en acajou, pas d'odeur d'eau de Cologne chère, ou de trahison cachée. C'était une petite pièce chaleureuse, qui sentait le vieux papier, et le thé à l'amande poivrée. Des livres sur les traumatismes et le stoïcisme, étaient empilés au hasard sur le sol, et les chaises étaient en tissu simple, usées et assouplies par le poids de milliers de soldats en quête de paix. Je me suis assise là, les jointures blanches alors que je serrais mes genoux. Il m'avait fallu 3 séances, juste pour prononcer ces mots, à voix haute. J'ai l'impression d'avoir perdu ma féminité, ai-je avoué, ma voix n'étant qu'un murmure. Vanessa avait raison. Je suis juste une machine, qui suit des ordres. Je suis sèche. Je suis dure. Je ne suis pas douce. Le docteur Chin a enlevé ses lunettes de lecture, et m'a regardé droit dans les yeux. Demi, qui vous a dit que la douceur était la seule définition d'une femme? Était-ce un magazine de mode? Était-ce votre sœur? Elle s'est penchée en avant. La loyauté, la résilience, la capacité de protéger les autres. Ce ne sont pas des traits exclusivement masculins. Ce sont des vertus humaines. Vous n'êtes pas sèche, Demi. Vous êtes fortifiée. Cette déclaration m'a frappé comme un coup de foudre. Pendant 4 ans, j'avais laissé les méchants de mon histoire tenir le stylo. J'avais laissé un tricheur et une narcissique définir ma valeur. Le docteur Chin m'a fait découvrir la philosophie de Marc Aurèle, en particulier un concept qui est devenu mon mantra. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a blessé. S'ils étaient faux, je serais vrai. S'ils étaient cruels, je serais discipliné. Cette discipline a commencé le lendemain matin, à 4h30. Seattle était encore enveloppé, dans un épais duvet de brouillard gris, lorsque j'ai lacé mes chaussures de course. J'ai pris la piste, autour du lac Washington. Le froid et l'humidité de l'air du nord-ouest Pacifique me brûlaient les poumons, mais j'ai accueilli cette douleur. C'était une douleur propre. Elle était honnête. J'ai couru, jusqu'à ce que mes jambes crient grâce. J'ai couru, jusqu'à ce que la sueur et la pluie fine lavent la sensation fantomatique de la main de Vanessa sur mon épaule. Je me suis souvenu du serment que j'avais prêté lorsque j'ai rejoint l'armée. Je n'accepterai jamais la défaite. Pourquoi avais-je appliqué cela aux talibans, mais avais-je capitulé face à une dispute familiale? Alors que les semaines se transformaient en mois, mon corps s'est métamorphosé. Les kilos de stress ont fondu, remplacés par des muscles fins. Ma posture a changé. J'ai arrêté de regarder le trottoir quand je marchais. Je tenais mon menton, parallèle au sol. J'avais survécu à des zones de combat.
J'allais survivre, au souvenir de l'Ohio. La discipline a sauvé mon corps, mais c'est la famille que j'ai choisie, qui a sauvé mon cœur. Ruth, la femme qui m'avait trouvé sous la pluie, m'a traîné à un barbecue de l'unité, un samedi. Dans le passé, j'aurais trouvé une excuse. Je détestais voir des familles heureuses, car elles me rappelaient ce que je n'avais pas. Mais cette fois-ci, j'y suis allé. L'odeur de charbon de bois et de sauce barbecue m'a frappé avant même que j'ouvre le portail de la cour arrière du sergent Miller. De la musique rock s'échappait d'une enceinte portable, et des enfants couraient à travers un arroseur, sur la pelouse. « Capitaine !» a crié Miller depuis le barbecue, en agitant une pince. « Prenez-en une bien fraîche. Les travers de porc sont presque prêts. » Personne n'a demandé « Où est votre mari ?» Personne n'a regardé mon doigt sans bague, avec pitié. Ils m'ont juste tendu une canette de bière blonde bien fraîche, et une assiette en carton, remplie de salade de pommes de terre, et de travers de porc. Nous avons ri du café exécrable au réfectoire, et nous avons débattu pour savoir quelle équipe de football allait tout gâcher, cette année. Dans cette arrière-cour, au milieu des rires, et de l'odeur de la viande grillée, j'ai réalisé quelque chose de profond. La famille, ce ne sont pas seulement les gens avec qui l'on partage son ADN. La famille, ce sont les gens qui se tiennent à vos côtés, dans les tranchées. La famille, ce sont ceux qui ne vous laissent pas seuls, sous la pluie. 6 mois de thérapie, de course à pied et de guérison, ont culminé dans un seul email. J'étais promu. La notification est tombée dans ma boîte de réception, un mardi. Directrice de la logistique stratégique, pour l'ensemble de la région Nord-Ouest. C'était une ascension fulgurante, me plaçant en charge de contrats de défense de plusieurs millions d'euros. Pour fêter ça, j'ai fait quelque chose que l'ancienne Demi n'aurait jamais osé faire. J'ai conduit jusqu'au centre-ville, vers le magasin phare Nordstrom. Je suis entré dans le rayon des cosmétiques, ignorant les roses pastels et les teintes douces, que Vanessa qualifiait toujours de distinguées. Je me suis dirigé droit vers la teinte la plus audacieuse que j'ai pu trouver. C'était un bordeaux profond et riche. Je me suis souvenu de la voix de Vanessa dans ma tête. Cette couleur te vieillit, Demi. C'est trop agressif. Je l'ai acheté. Je suis retourné à la voiture, j'ai rabattu le miroir du pare-soleil, et j'ai appliqué le rouge à lèvres. Il a glissé, lisse et sombre, de la couleur d'un grand vin, ou peut-être, de la couleur du sang séché, sur un bandage. Je me suis regardé dans le rétroviseur. La femme qui me fixait, n'était pas desséchée. Elle n'était pas une victime. Elle avait l'air puissante. Elle avait l'air mystérieuse. Elle ressemblait à quelqu'un, à qui on n'avait pas envie, de chercher des noises. J'ai souri, et mes dents paraissaient si blanches, contre le rouge foncé. Ce n'était pas du maquillage. C'était des peintures de guerre. J'ai démarré le moteur de ma Jeep. J'avais un nouveau grade, une nouvelle confiance en moi, et une nouvelle mission. Et j'étais loin de me douter que cette nouvelle promotion allait me placer dans la même pièce que l'homme qui changerait tout. Les salles de réunion du Nord-Ouest Pacifique étaient petites, et j'étais sur le point d'entrer dans une réunion qui réécrirait mon destin. Ma promotion au poste de directrice de la logistique stratégique n'a pas seulement changé mon grade, elle a changé les pièces dans lesquelles je me trouvais. Au lieu des tentes de terrain boueuses, j'entrais maintenant dans des réunions d'approvisionnement de haut niveau, au bureau régional ouest du Pentagone. Et c'est là que j'ai rencontré l'homme qui allait redéfinir tout ce que je croyais savoir sur l'amour. Marcus Hamilton était assis à la tête de la table de conférence en acajou. Il était le PDG d'Apex Défense, le plus grand entrepreneur militaire de la région. Contrairement aux hommes d'affaires bruyants et matus auxquels j'étais habitué, des hommes comme Darren, qui portaient leur richesse comme une enseigne au néon, Marcus, lui, dégageait un luxe tranquille. Il portait un costume gris anthracite, qui lui allait si parfaitement, qu'il devait être sur mesure. Il n'y avait aucun logo visible, pas de bouton de manchette en or tapa accent grave-l'œil, mais je savais que le tissu était plus raffiné, et bien plus cher, que toute la garde-robe de Darren réunie. Quand je me suis levé, pour présenter mon rapport sur les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, Marcus n'a pas regardé sa montre. Il n'a pas regardé son téléphone. Et plus important encore, il n'a pas dévisagé ma poitrine, ni mes jambes. Il m'a regardé droit dans les yeux. Il a écouté. Il a pris des notes avec un stylo plume vintage,
ses mouvements étant précis et délibérés. Quand j'ai eu terminé, la pièce était silencieuse. Marcus a rangé son stylo et s'est adossé. « Capitaine James », a-t-il dit, sa voix étant un baryton profond et résonnant, qui dominait la pièce, sans avoir à crier. C'était l'analyse la plus pointue de la route d'approvisionnement du Pacifique que j'ai entendue depuis 5 ans. Vous venez de faire économiser des millions à mon entreprise et aux contribuables. Il ne me flattait pas pour me mettre dans son lit. Il respectait mon intelligence. Pour une femme à qui l'on avait répété qu'elle était trop sèche et trop rigide, être admirée pour mes compétences, c'était comme boire de l'eau fraîche après une longue marche dans le désert. 2 semaines plus tard, il m'a invité à dîner. Il ne m'a pas emmené dans un hôtel 5 étoiles avec code vestimentaire, où il aurait pu m'exhiber, comme un trophée. Il m'a emmené au marché de Pike Place. Nous avons marché le long de Post Alley, jusqu'au Pink Door. Il n'y avait pas d'enseigne, juste une porte rose délavée, dans un mur de briques. C'était un endroit pour les locaux, pour les gens qui reconnaissaient la qualité, et n'avaient pas besoin d'en faire la publicité. Nous nous sommes assis sur la terrasse surplombant la baie d'Elliott, les ferries fendant l'eau sombre, en contrebas. Quand le serveur est arrivé, je me suis instinctivement figé. Ma mémoire musculaire, de mes 4 années passées avec Darren, a pris le dessus. Darren commandait toujours, à ma place. Elle prendra la salade du jardin, avec la sauce à part. Nous surveillons sa ligne. Marcus m'a simplement tendu le menu, et a souri. Les lasagnes ici, sont légendaires, mais prenez ce qui vous fait plaisir, demi. J'ai commandé les lasagnes. Riches, pleines de fromage, et bourrées de glucides. Et pendant que nous mangions, nous avons discuté. Nous n'avons pas parlé d'argent, ou de commérage. Nous avons parlé d'architecture, des bouleversements géopolitiques en Europe, de vieux disques de jazz. Quand nous sommes retournés au parking, je me suis préparé mentalement à voir une voiture de sport à accent grave-l'œil. Au lieu de cela, Marcus a déverrouillé un SUV Volvo bleu foncé. Une Volvo, les yeux taquinés, en haussant un sourcil. La voiture la plus sûre sur la route, a-t-il répondu avec un haussement d'épaule, en m'ouvrant la porte. Je n'ai pas besoin de prouver que je vais vite. J'ai besoin de savoir que je rentrerai chez moi en un seul morceau. C'était tout. C'est à ce moment précis que je suis tombée amoureuse de lui. Marcus était une montagne, solide, inébranlable et rassurante. Darren avait été un ballon de baudruche, coloré, plein d'air chaud, et n'attendant que d'éclater. 3 mois plus tard, l'univers a révélé son sens de l'humour. Nous rentrions en voiture, d'un week-end de randonnée, dans la chaîne des Cascades. Marcus était détendu, une main sur le volant, parlant d'une victoire récente, pour son entreprise. C'était un vrai casse-tête, a-t-il admis, en riant jaune. Nous étions en concurrence contre cette entreprise de logistique de la côte est, pour un contrat gouvernemental de 50 millions d'euros. Une entreprise appelée Mitchell Logistique. Mon cœur s'est arrêté. J'ai fixé son profil. Mitchell Logistique ? Ouais, a continué Marcus, inconscient de mon choc. Le gars qui la dirige, Darren Mitchell. Je crois qu'il a essayé d'acheter les agents des achats. Un type vraiment m'as-tu vu. Mais j'ai demandé à mon équipe de faire une vérification de ses antécédents financiers. Le type est en train de se noyer. Il utilise des dettes pour payer d'autres dettes. Ses comptes sont truqués. Nous l'avons exposé, et le ministère de la Défense l'a laissé tomber immédiatement. J'ai regardé par la fenêtre, pour cacher le tremblement de mes mains. Darren, l'homme qui m'avait dit que je n'étais rien. L'homme qui avait bâti sa vie sur un tissu de mensonges, était en ce moment même démantelé par l'homme qui tenait ma main. Marcus ne savait même pas qu'il était mon ange vengeur. Il faisait simplement des affaires, avec intégrité. Et ce faisant, il détruisait l'homme, qui en manquait cruellement. 2 ans plus tard, la veille de Noël, Marcus a changé mon nom. Il n'y a pas eu de flash mob, ni de drone nous filmant pour Instagram. Il n'y avait que nous deux, dans notre salon, la seule lumière provenant de la cheminée crépitante. Marcus a mis un genou à terre. Il a ouvert une boîte en velours. À l'intérieur, reposait une pierre, qui m'a coupé le souffle. Ce n'était pas un diamant générique. C'était un saphir du Cachemire, profond et velouté, entouré d'un halo de petits diamants.
Elle ressemblait à l'océan la nuit. Regarde à l'intérieur de l'anneau, a-t-il murmuré. J'ai incliné la bague vers la lumière du feu. Gravés dans le platine, se trouvaient 2 mots. Semper Fidèle, toujours fidèle. Demi, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. J'aime la femme que tu es, mais j'aime aussi le soldat en toi. J'aime la cicatrice sous ton menton. J'aime ta force. Je veux être ton arrière-garde pour le reste de cette vie. Veux-tu m'épouser? Des larmes ont coulé sur mon visage, chaudes et rapides. Darren avait trahi chaque vœu qu'il avait jamais fait. Mais Marcus avait gravé sa loyauté dans le métal, avant même de poser la question. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il a glissé la bague à mon doigt. Elle m'allait parfaitement. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seulement déployé. J'étais à la maison. Après les funérailles, les personnes en deuil se sont retirées, dans la vieille maison coloniale de mes parents. Mais ce qui aurait dû être un rassemblement sombre, pour honorer un vétéran décoré, s'est transformé en un cocktail grotesque, organisé par ma sœur. Vanessa avait transformé le salon en une scène pour sa propre vanité. Elle faisait tourner un verre de pinot noir, riant trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles, pendant que Darren tenait court, au centre de la pièce comme un roi. Moi, en revanche, j'étais traité comme la domestique. Demi. Vanessa a claqué des doigts dans ma direction, à travers la pièce. Nous n'avons plus de glaçons. Va dans la cuisine, et prends un autre sac. Et honnêtement, tu peux te changer, et enlever ce costume. L'uniforme met les invités mal à l'aise. C'est tellement agressif. Ma mâchoire s'est contractée, jusqu'à m'en faire mal aux dents. Costume. Elle a qualifié mon uniforme de cérémonie. L'uniforme que j'avais porté, en enterrant des amis. L'uniforme pour lequel j'avais transpiré et saigné. Un costume. J'ai marché jusqu'à la cuisine, serrant le seau à glace en argent si fort, que mes jointures en sont devenues blanches. J'ai regardé autour de moi, dans la maison où j'ai grandi. Elle était remplie d'étrangers, des associés commerciaux, que Darren avait invités pour faire du réseautage. Ils ne connaissaient pas la chanson préférée de mon père. Ils ne savaient pas qu'il aimait son café noir. Ils étaient juste là, pour fixer la Rolex en or de Darren, et l'écouter se vanter de ses prochains projets à 1 million d'euros. C'étaient des vautours, picorant la carcasse du chagrin de ma famille. Je suis revenu avec la glace, juste au moment où Darren tapotait une cuillère, contre sa flûte à champagne. La pièce est devenue silencieuse. J'aimerais porter un toast, a tonné Darren, le visage rouge d'alcool. Il a mis un masque de solennité, si fin qu'il en était transparent. À mon défunt beau-père, un homme de bien. Et je veux que tout le monde sache, que Vanessa et moi n'avons aucun regret. Au cours des dernières années, nous n'avons regardé à aucune dépense. Nous avons payé pour les meilleurs médecins, les soins infirmiers privés. Absolument tout. Nous voulions qu'il ait ce qu'il y a de mieux, quel qu'en soit le prix. L'air a quitté mes poumons. Une rage brûlante et aveuglante a remonté le long de ma colonne vertébrale. Il avait payé. La vérité était un registre de comptes, gravé au fer rouge, dans mon cerveau. C'était moi, qui virais 3 000 € à la maison, chaque mois. C'était moi, qui avait contracté un prêt personnel pour payer les soins palliatifs, parce que son assurance ne les couvrait pas. C'était moi, qui mangeais des nouilles ramen à 25 cents, dans un appartement glacial à Tacoma, pour que papa puisse conserver sa dignité, dans ses derniers jours. Darren et Vanessa n'avaient pas donné un seul centime. Ils avaient envoyé des paniers de fruits. Et maintenant, ils se tenaient là, volant mon sacrifice, pour flatter son propre ego. Il construisait un monument à sa propre générosité, sur les fondations de ma pauvreté. La foule a murmuré son approbation. Un si bon gendre, a chuchoté ma tante. Tellement généreux. J'avais envie de crier. J'avais envie de renverser la table. Mais avant que je ne puisse bouger, Vanessa a glissé vers moi, passant son bras sous celui de Darren. Elle m'a regardé avec un sourire d'une douceur écœurante, le genre de sourire qu'un prédateur donne, avant de tuer. Tu sais, Demi, a-t-elle dit, sa voix portant pour que toute la pièce puisse l'entendre. Darren et moi en parlions. Nous pensons qu'il est temps que tu arrêtes cette phase de petit soldat. Ça a duré assez longtemps.
Elle a fait une pause, pour ménager ses effets. Tu devrais quitter l'armée. Reviens à la maison. Darren est prêt à t'embaucher, dans son entreprise de logistique. Tu pourrais être son assistante de direction. Tu gagnerais le double de ce que l'armée te paie. Et le travail est beaucoup plus approprié pour une femme de ton âge. Tu sais. Préparer le café, planifier des rendez-vous, organiser des dossiers. C'est mieux que de courir dans la boue en prétendant être un homme. La pièce a explosé de rires polis et de petits gloussements. Les membres de ma famille ont hoché la tête en signe d'accord. C'est une excellente offre, Demi, a déclaré l'oncle Bob en levant sa bière. Tu devrais l'accepter. Peut-être que tu finiras enfin par trouver un mari, si tu travailles dans les bureaux d'une entreprise. C'était tout. L'ultime limite avait été franchie. Il ne se contentait plus de m'insulter. Il crachait sur le drapeau que je servais. Il réduisait une capitaine de l'armée des États-Unis, une femme qui gérait des chaînes d'approvisionnement de plusieurs millions d'euros et commandait des soldats, à une simple serveuse de café. Il pensait que ma valeur était nulle, parce que je n'avais pas de mari, ou de voiture tape à accent grave-l'œil. La tristesse s'est évaporée. À sa place, une clarté froide et cristalline a pris le dessus. C'était la zone de concentration. Le rythme cardiaque ralentit. La vision s'aiguise. La cible est verrouillée. J'ai posé le seau à glace, sur la table basse. Boum. Le bruit fut suffisamment lourd, pour couper court au bavardage. J'ai lentement retiré mes gants blancs, doigt par doigt, et je les ai glissés, dans ma ceinture. J'ai regardé Vanessa, puis j'ai tourné mon regard vers Darren. Je vous remercie pour votre offre, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle avait le timbre d'acier du commandement, et elle a réduit la pièce au silence, instantanément. Mais j'ai bien peur, de ne pas pouvoir l'accepter. Ne sois pas orgueilleuse, Demi, s'est moqué Darren, en faisant tourner son verre. C'est de la charité. Prends-la. Je ne peux pas l'accepter, ai-je continué, mes yeux plongeant dans les siens, parce que mon mari ne serait pas très heureux, que je quitte ma carrière, pour travailler pour une entreprise qui vient de déposer le bilan, en vertu du chapitre 11. Le silence qui a suivi, fut absolu. On aurait pu entendre voler une mouche. Le visage de Darren est passé de rougeau à d'une pâleur fantomatique en une milliseconde. Pardon, a-t-il balbutié. Ton mari? Vanessa a laissé échapper un rire aigu et nerveux. Un mari? Oh, Demi, as-tu perdu la tête? As-tu engagé un acteur pour nous impressionner? Tu es en plein délire. Vraiment? J'ai plongé la main dans ma poche, et j'ai sorti mon téléphone. Je ne les ai pas regardés. J'ai regardé l'écran. Si vous encouragez Demi en ce moment, cliquez sur le bouton j'aime, et commentez véritable reine ci-dessous. Montrons au monde, que la vraie classe n'a pas besoin de crier. J'ai tapé un seul message, au contact enregistré comme mon étoile du Nord. Heure sur l'objectif. Exécution. J'ai appuyé sur envoyer. Ce n'est pas moi qui fais semblant, Vanessa, ai-je dit doucement. Mais l'homme à l'extérieur, lui, il ne fait pas semblant. À cet instant précis, la lourde porte d'entrée en chaîne a vibré, sous un ding-dong autoritaire. Ce n'était pas un coup poli à la porte. C'était une convocation. L'heure des comptes était arrivée. Après avoir lâché la bombe, à propos de mon mari et de la faillite, le silence dans le salon a duré exactement 3 secondes. Puis, la pièce a explosé de rire. Ce n'était pas un rire chaleureux et sincère. Il était saccadé et hystérique, mené par Vanessa. Elle a rejeté la tête en arrière, le son de son caquettement résonnant sur les murs, comme du verre brisé. Ton mari, a-t-elle haleté, essuyant une larme de joie de son œil. Oh, Demi, ma chérie, je savais que tu étais désespérée, mais je ne pensais pas que tu étais en plein délire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as engagé un acteur en difficulté, dans une troupe de théâtre locale, pour venir ici et prétendre t'aimer. Darren a secoué la tête, me regardant avec ce même mélange nauséabond, de pitié et de condescendance. Il s'est approché, et m'a tapoté l'épaule, sa main lourde et paternaliste. Demi, a-t-il dit, baissant la voix dans un murmure théâtral, pour que tout le monde entende, à quel point il était attentionné. Je comprends. C'est difficile de nous voir avoir autant de succès, pendant que tu es coincé.
Mais mentir comme ça, c'est un appel à l'aide. Peut-être que je devrais appeler un professionnel. Je connais un bon psychiatre, qui gère les crises de la quarantaine, et la mythomanie. Les invités ont hoché la tête en signe d'approbation, sirotant leur vin, chuchotant derrière leurs mains. La pauvre, articula-t-il. Elle a fini, par péter les plombs. Ils ne me croyaient pas. Dans leur vision du monde, étroite et matérialiste, il était physiquement impossible pour une femme comme moi, sèche, concentrée sur sa carrière, et sans artifice, d'attirer un homme, et encore moins un mari. Leur mépris avait atteint le sommet de l'ignorance. Ils se tenaient sur le pont du Titanic, se moquant de l'iceberg, complètement inconscients du fait que la coque avait déjà été éventrée. À 50 mètres de là, l'atmosphère était complètement différente. Un Cadillac Escalade noir, élégant et menaçant comme un requin dans les eaux sombres, tournait au ralenti, près du trottoir. L'eau de pluie perlait sur les vitres blindées, reflétant le ciel gris de l'Ohio. À l'intérieur, l'air était climatisé à un parfait 20 degrés, sentant légèrement le cuir, et une eau de Cologne hors de prix. Marcus Hamilton était assis sur le siège arrière. Il ne riait pas. Il ajustait ses boutons de manchette en or blanc, avec une précision chirurgicale. Sur ses genoux reposait un iPad Pro, l'écran brillant avec un dossier, qui mettrait fin à la carrière de Darren Mitchell. Des privilèges fiscaux fédéraux, totalisant 400 000 €, a murmuré Marcus pour lui-même, en faisant défiler le PDF. Pénon versé, au cours des 3 derniers mois. 2 procès de sous-traitants, pour non-paiement. Et voici le clou du spectacle, la deuxième hypothèque sur la maison, contractée à un taux d'intérêt usuraire, juste pour louer une Mercedes, et acheter une fausse bague. Il a secoué la tête. Il n'avait pas traversé le pays en avion, pour se lancer dans une bagarre avec Darren. C'était bien en dessous de lui. Il était là pour démanteler Darren, avec l'arme la plus mortelle d'Amérique, la vérité. À côté de lui, sur le siège en cuir, reposait un bouquet de tulipes blanches. Dans le langage des fleurs, elles symbolisaient le pardon, et les nouveaux départs. Mais aujourd'hui, Marcus avait l'intention d'en faire, une couronne funéraire pour l'ego de Darren. Monsieur, son chauffeur et chef de la sécurité, un homme massif nommé Silas, a parlé depuis l'avant. La voie est libre. Voulez-vous que je vous accompagne, jusqu'à la porte? Non, Silas, a répondu Marcus, en fermant l'iPad. Je veux le regarder dans les yeux, moi-même. Gardez juste le parapluie, prêt. Marcus est sorti du véhicule. Ses chaussures en cuir italien cousu main, ont heurté le trottoir mouillé, avec un bruit sourd et autoritaire. Silas a été là instantanément, tenant un grand parapluie noir au-dessus de lui, le protégeant de la bruine. Alors que Marcus remontait l'allée, les voisins qui promenaient leurs chiens, se sont arrêtés pour le fixer. Dans ce quartier résidentiel tranquille, Marcus ne ressemblait pas à un invité. Il se déplaçait avec la confiance facile, et terrifiante, d'un général entrant sur un territoire, qu'il avait déjà conquis. Il savait que sa femme était à l'intérieur. Il savait qu'elle essuyait des tirs. Et il était sur le point de transformer ses balles verbales en poussière. Il a atteint le porche d'entrée. Il n'a pas frappé. Il a appuyé sur la sonnette. Ding dong. Le carillon a coupé les rires, à l'intérieur de la maison, comme un couteau. C'est qui maintenant, a soufflé Vanessa, agacée que sa représentation ait été interrompue. Elle a fait tourner son verre de vin, sans prendre la peine de bouger. C'est probablement le livreur, avec la caisse supplémentaire de pinot noir que j'ai commandé. Demi, va ouvrir, s'il te plaît. Et dis-lui, de reprendre les boîtes vides avec lui. Elle a agité la main vers moi, me renvoyant comme une domestique, pour la 10e fois, ce jour-là. Je me suis levé, lentement. Je n'ai pas regardé la porte, tout de suite. J'ai pris une seconde pour balayer, un grain de poussière invisible de mon uniforme bleu. J'ai lissé le tissu sur mon cœur, sentant le rythme régulier, de mon propre pouls. Je n'avais plus peur. Je ressentais une étrange excitation vibrante, l'adrénaline d'un soldat qui entend le soutien aérien arriver au-dessus de sa tête. J'ai regardé Darren droit dans les yeux, une dernière fois. Ce n'est pas la livraison de vin, Darren, ai-je dit calmement. Ma voix était stable, perçant à travers les murmures de la pièce. C'est l'homme, qui est sur le point de t'enseigner une leçon très douloureuse, sur ce que signifie réellement, le fait d'être un pilier. Ouvre juste cette porte,
demi, a hurlé Vanessa. Je leur ai tourné le dos. J'ai marché dans le couloir, mes talons claquant sur le parquet. Chaque pas semblait plus lourd, et plus significatif, que le précédent. Mon cœur tambourinait contre mes côtes, non pas de peur, mais d'anticipation. J'ai tendu la main vers la lourde poignée en laiton, de la porte en chêne. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant l'air vicié de la maison, une dernière fois, avant de laisser entrer l'air frais. J'ai tourné le bouton. J'ai tiré. La porte s'est ouverte, et la lumière grise du monde extérieur a inondé le couloir, dessinant la silhouette de l'homme qui se tenait là. L'attente était terminée. Lorsque Marcus Hamilton a franchi le seuil, l'air dans le salon n'a pas seulement changé, il s'est évaporé. Il a apporté avec lui ce genre de gravité lourde et étouffante, que seuls les hommes véritablement puissants possèdent. Il mesurait 1,88 m, dominant Darren de toute sa hauteur, son costume anthracite absorbant la lumière, plutôt que de la refléter. Il n'a pas regardé les invités stupéfaits, qui tenaient leurs amuse-gueules bon marché. Il n'a pas regardé Darren, qui était figé en plein milieu de son rire. Il s'est dirigé droit vers moi, ses foulées étant mesurées et calmes, fendant la foule comme la mer Rouge. Il s'est arrêté devant moi, ignorant totalement le chaos qui régnait dans la pièce. Il m'a tendu le bouquet de tulipes blanches, fraîches, élégantes et discrètes. Désolé de mon retard, capitaine, a-t-il dit, de cette voix de baryton riche, qui vibrait contre les murs. Il s'est penché et a déposé un baiser sur mon front, ses lèvres chaudes contre ma peau froide. Le vol depuis Washington a été retardé, sur le tarmac. Tu sais comment est l'aérodrome privé, par ce temps. L'aérodrome privé. La pièce est devenue silencieuse, comme la mort. Vanessa, qui tenait son verre de pinot noir comme un sceptre, fixait Marcus. Ses yeux passaient, de la coupe de son costume italien, à la montre à son poignet gauche. C'était une Patek Philippe Nautilus, une montre qui coûtait plus cher que cette maison tout entière. La prise de conscience l'a frappé si fort, que ses doigts se sont engourdis. Fracas. Le verre de vin a glissé de sa main, et s'est brisé, sur la moquette beige. Une tache rouge foncée a commencé à s'étendre rapidement, ressemblant à une blessure fraîche par balle sur le sol, mais personne n'a bougé, pour la nettoyer. Ils étaient trop paralysés, par ce qui arrivait à Darren. Darren se tenait là, immobile comme une statue. Son visage s'était vidé de toutes ses couleurs, virant à une teinte maladive de gris. Il ne regardait pas Marcus comme un rival. Il le regardait, comme un bourreau. Il a reconnu l'homme, non pas parce qu'ils étaient amis, mais parce que Marcus était le prédateur, que Darren tentait de fuir. Monsieur Hamilton, a bégayé Darren, sa voix muant comme celle d'un adolescent. Le directeur Hamilton, d'Apex Défense. Marcus a fini par tourner la tête. Il a regardé Darren, avec la curiosité douce et désintéressée, que l'on pourrait montrer à un insecte, avant de l'écraser. Oh, Mitchell, a dit Marcus. Son ton était léger, et pourtant il portait le poids d'une massue. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je supposais que vous seriez dans votre bureau, en train d'expliquer frénétiquement ce privilège fiscal de 2 millions d'euros aux agents de l'IRS, qui auditent actuellement vos comptes. La phrase est restée suspendue en l'air, comme une fumée toxique. Les invités ont halté. L'oncle Bob a baissé sa bière. Le sourire a disparu du visage de ma tante. S'est étouffé Darren, la sueur perlant instantanément sur son front. C'est un malentendu. Nous sommes en pleine restructuration. Restructuration? Marcus a ri, un son sec et sans humour. C'est comme ça qu'on appelle la faillite du chapitre 11 de nos jours? Mon équipe de conformité a signalé votre dossier ce matin, Darren. Vous avez hypothéqué cette maison, la maison des parents de votre femme, pour garantir un prêt que vous n'aviez aucune intention de rembourser. Vous n'êtes pas seulement ruiné. Vous êtes sur le point de vous retrouver à la rue. Vanessa a poussé un cri étranglé. Elle s'est précipitée en avant, attrapant le bras de Darren, ses ongles s'enfonçant dans la veste de son costume. De quoi parle-t-il, Darren? Tu m'avais dit que les affaires florissaient. Tu avais dit que nous allions acheter un bateau. Elle s'est tournée vers Marcus, les yeux écarquillés de panique et de confusion. Comment savez-vous cela? Qui êtes-vous? Marcus ne lui a pas répondu immédiatement.
Il s'est rapproché de moi, glissant son bras autour de ma taille. Son étreinte était ferme, possessive, et incroyablement ancrante. Je suis l'homme qui vient d'acquérir le contrat de logistique du ministère de la Défense, que votre mari a essayé d'obtenir par la corruption, a déclaré Marcus calmement. Je suis la raison pour laquelle son entreprise est dissoute. Il a fait une pause, laissant l'information faire son chemin. Puis, il a porté le coup de grâce. Mais plus important encore, a continué Marcus, sa voix baissant d'une octave pour devenir mortellement sérieuse, je suis le mari de Demi. Nous sommes mariés, depuis 2 ans. La bouche de Vanessa s'est ouverte d'effarement. Elle a regardé, allant de la bague en saphir à mon doigt, jusqu'à l'homme qui me tenait, réalisant que l'acteur dont elle s'était moquée, était en fait l'homme le plus puissant de l'État. Marcus a regardé Vanessa, droit dans les yeux. Et je veux vous remercier, Vanessa. Me remercier? A-t-elle murmuré, en tremblant. Oui. Marcus a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Merci d'avoir débarrassé cette femme de cet homme, il y a 4 ans. Si vous n'aviez pas été si cupide, si vous ne le lui aviez pas volé, je n'aurais jamais rencontré Demi. Vous avez sorti les ordures, pour que je puisse trouver le trésor. Pour cela, je vous suis véritablement reconnaissant. C'était un coup double, tiré en plein cœur. Il ne les avait pas seulement battus, financièrement. Il avait complètement anéanti leur victoire morale. Il a présenté leur trahison non pas comme une perte pour moi, mais comme la plus grande faveur que l'on m'ait jamais faite. Les jambes de Darren ont flanché. Il s'est effondré dans le fauteuil le plus proche, ressemblant à un ballon dégonflé. Il m'a regardé, avec du désespoir dans les yeux. Demi, a-t-il supplié, la voix mouillée de larmes. S'il vous plaît, monsieur Hamilton, Marcus, nous sommes de la famille. Demi est mon ex-fiancé. Vous ne pouvez pas les laisser prendre la maison. Et ma réputation. Marcus l'a interrompu. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Ex-fiancé, a répété Marcus, d'une voix glaciale. Vous avez perdu le droit de prononcer son nom, le jour où vous l'avez trahi. Elle n'est plus votre ex quoi que ce soit. Elle est Madame Hamilton, et la famille Hamilton ne fait pas d'affaires avec les menteurs. Marcus a tourné son regard vers la pièce remplie de proches ébahis, ses complices serviles qui avaient passé la dernière heure à se moquer de moi. Cette fête est terminée, a annoncé Marcus. Il n'a pas crié, mais l'autorité dans sa voix était absolue. Ma femme a eu une longue journée, et elle a besoin de pleurer son père, en paix. Je vous suggère tous de partir maintenant. Il n'y a eu aucune protestation. Personne n'est resté pour finir son vin. La honte dans la pièce était palpable. Ils ont attrapé leur manteau et leur sac à main, se précipitant vers la porte comme des cafards, quand on allume la lumière. En moins de 2 minutes, la maison fut silencieuse, à l'exception du bruit de Vanessa, qui sanglotait sur le sol, à côté de cette tache de vin rouge, qui ressemblait tant à la mort, de sa vie factice. En 5 minutes, la maison était vide. Les amis et les proches, qui avaient bu le vin de Darren et mangé son cocktail de crevettes, se sont évanouis, au moment même où l'odeur de l'échec est entrée dans la pièce. Maintenant, nous n'étions plus que tous les 4, debout dans les décombres du salon. Marcus, moi, et les 2 personnes qui avaient essayé de détruire ma vie. Le silence était lourd, rompu uniquement par le bourdonnement agressif d'un téléphone portable sur la table basse. C'était le téléphone de Darren. L'écran s'est allumé, affichant un numéro avec un indicatif 8 cents. Darren l'a fixé, ses mains tremblant le long de son corps. Il n'a fait aucun geste pour y répondre. Vous devriez probablement répondre à cela, Mitchell, a déclaré Marcus, s'appuyant nonchalamment contre le manteau de la cheminée. C'est la 3e fois qu'ils appellent, en 10 minutes. Les créanciers sont persévérants. Je ne peux pas, a murmuré Darren, la sueur coulant sur sa tempe. Alors je le ferai. Marcus s'est avancé, et a appuyé sur l'icône du haut-parleur, avant que Darren n'ait pu l'arrêter. La voix d'une femme, tranchante et professionnelle, a rempli la pièce. Monsieur Mitchell, ici Wells Fargo Home Mortgage. Nous avons tenté de vous joindre, par courrier et par téléphone. Ceci est votre dernière notification, concernant la propriété du 42 Elm Street.
puisque nous n'avons pas reçu le solde en souffrance de 14 000 €. Les procédures de saisie immobilière commenceront officiellement demain matin. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. La couleur a déserté le visage de Vanessa, si vite, que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a tourné la tête brusquement vers Darren, les yeux exorbités. Saisie immobilière, a-t-elle hurlé. Darren, tu m'avais dit que tu avais remboursé l'hypothèque. Tu avais dit que l'entreprise réalisait son meilleur trimestre de tous les temps. Darren a baissé la tête, regardant ses mocassins italiens hors de prix, qui, je m'en rends compte maintenant, avaient probablement été achetés, avec une carte de crédit qu'il ne pouvait pas rembourser. J'ai dû déplacer de l'argent, a-t-il marmonné. Pour sauver les apparences, le leasing de la Mercedes, ta garde-robe, les fêtes. Cela coûte de l'argent, Vanessa. Alors, tu m'as menti, a hurlé Vanessa, attrapant un coussin décoratif, et le lui lançant au visage. Nous sommes à la rue. Tu m'as jeté, à la rue. C'était une scène pathétique. La façade du couple parfait s'effondrait en temps réel, révélant la pourriture en dessous. Vanessa s'est détournée de lui, haletante. Ses yeux se sont posés sur ma main, plus précisément, sur la bague en saphir du Cachemire, que Marcus m'avait offerte. Elle brillait d'un bleu profond sous la lumière de la lampe, chargée d'histoire, et de valeur. Puis, elle a baissé les yeux vers l'énorme caillou à son propre doigt, celui qu'elle m'avait mis sous le nez, toute la journée. Mais la bague, a-t-elle bégayé, en la faisant tourner sur son doigt. Darren a dit que c'était un investissement. Il a dit qu'elle valait 50 000 €. Nous pouvons la vendre. Nous pouvons payer la banque. Marcus a laissé échapper un petit rire sec. Il s'est approché, jetant un coup d'œil à la main de Vanessa, sans la toucher. Vanessa, a déclaré Marcus, sa voix dégoulinant de pitié. Ce n'est pas un diamant. C'est de la moissanite. De haute qualité, bien sûr, mais synthétique. Vous pouvez acheter cette bague exacte sur Amazon pour environ 200 €, peut-être 3 cents, si vous payez pour la livraison express. Il a fait un geste, vers ma main. La bague de ma femme, en revanche, est un saphir naturel du Cachemire, monté sur mesure par Harry Winston. Elle est assurée, pour un montant supérieur, à la valeur de toute cette maison. S'il vous plaît, arrêtez de vous comparer à elle. Vous avez perdu ce jeu-là, il y a très longtemps. La réalisation a frappé Vanessa, comme un coup physique. Ses genoux ont flanché. Elle ne pleurait pas parce qu'elle aimait Darren, et qu'il avait menti. Elle pleurait parce qu'elle avait misé, sur le mauvais cheval. Elle avait rejeté sa sœur, pour un homme qu'elle croyait être une mine d'or, pour découvrir finalement, qu'il n'était qu'un puissant fond. Dans un hurlement de rage gutturale, Vanessa a arraché la bague, de son doigt. Elle l'a jetée sur Darren, de toutes ses forces. Elle a rebondi sur son front, et a glissé, sous le canapé. Un morceau de verre bon marché, perdu dans la poussière. Je te déteste, a-t-elle sangloté. Espèce d'imposteur. Tu as ruiné ma vie. Darren ne l'a pas regardé. Il m'a regardé avec un mouvement, qui m'a retourné l'estomac. Il est tombé, à genoux. Il a littéralement rampé, sur un demi-mètre vers moi, les mains jointes. Demi, a-t-il pleuré, la morve coulant de son nez. Demi, s'il te plaît, tu dois lui parler. Tu me connais. Nous avons grandi ensemble. Demande juste à Marcus, de me donner un contrat de sous-traitance. N'importe quoi. Une mission de consultant. J'ai juste besoin, d'une bouée de sauvetage. Il a tendu le bras, essayant d'attraper l'ourlet de mon pantalon. J'ai fait un pas brusque, en arrière. Ne fais pas ça, ai-je dit, ma voix glaciale. S'il te plaît, Demi, a-t-il gémi. Fais-le pour maman et papa. Que penserait-il, s'il me voyait comme ça? Il m'aimait comme un fils. Il ne voudrait pas, me voir à la rue. Une vague de nausée m'a envahi. Il osait, invoquer mes parents. Ses parents, dont il a ignoré les frais médicaux, ses parents, dont il a transformé les funérailles, en un événement de réseautage. Ne parle pas de mes parents, ai-je dit, pointant un doigt vers lui. Tu t'es tenu devant leur cercueil aujourd'hui, et tu as menti, en affirmant avoir payé leurs soins. Tu as insulté mon grade. Tu as essayé de m'embaucher comme secrétaire, pour m'humilier. Et maintenant, tu veux que je te sauve.
J'ai baissé les yeux vers lui, un homme que je croyais autrefois être l'amour de ma vie. Il avait l'air si petit maintenant. Tellement pathétique. Non, Darren, ai-je dit. Je ne te sauverai pas. Tu es un adulte. Tu as fait ton lit avec des mensonges. Maintenant, tu dois te coucher dedans. Nettoie tes propres ordures. J'ai senti une main, au creux de mon dos. Chaude, solide. Allons-y, Demi, a dit Marcus doucement. L'air ici devient toxique. Nous nous sommes retournés, et avons marché, vers la porte d'entrée. Derrière nous, les bruits du chaos ont de nouveau éclaté. Vanessa hurlait, à propos de sa cote de crédit. Darren, lui, sanglotait. Ils se retournaient, l'un contre l'autre. Deux personnes qui se noient, essayant de grimper l'une sur l'autre, pour survivre. Je suis sorti, sur le porche. La pluie s'était arrêtée. L'air nocturne de l'Ohio était froid, vif, et incroyablement pur. J'ai pris une grande inspiration, en remplissant mes poumons. J'ai descendu les marches, en direction de la Cadillac, qui nous attendait. Je n'ai pas regardé, vers la maison. Je n'en avais pas besoin. Cette vie-là, la vie de la victime, la vie de la sœur sèche, la vie de la femme qui n'était pas suffisante, était morte. Elle était morte, dans ce salon. Je suis monté dans la voiture et, pour la première fois en 4 ans, le nœud dans ma poitrine s'est complètement dénoué. J'avais gagné, et je n'avais même pas eu besoin de tirer un seul coup de feu. Le vol de retour vers Seattle fut calme. Le bourdonnement des réacteurs créait un cocon de bruit blanc, qui nous séparait du chaos, que nous avions laissé derrière nous dans l'Ohio. Marcus était endormi sur le siège à côté de moi, sa main reposant, de manière protectrice, sur la mienne. Sur mes genoux reposait la seule chose que j'avais emportée de la maison de mes parents avant de partir. Le vieux journal intime de mon père, relié en cuir. Je l'avais trouvé, rangé dans le tiroir du bas de son bureau, caché sous des piles de factures médicales, que j'avais moi-même payées. Mes mains ont tremblé, en l'ouvrant à la dernière entrée, datée de seulement 3 semaines, avant sa mort. L'écriture était tremblante, la graphie d'un homme dont le corps faiblissait, mais dont l'esprit était encore vif. J'ai lu les mots, à travers un brouillard de larmes. Je sais que Demi souffre seule là-bas. Elle ne le dit pas, mais je l'entends, dans sa voix au téléphone. Ma petite fille est dure comme l'acier, mais même l'acier ressent la douleur, lorsqu'il est forgé dans le feu. Vanessa a choisi le chemin des apparences. Elle veut que le monde la regarde. Mais Demi a choisi l'honneur. Elle veut servir le monde. Je suis tellement fier de mon soldat. Je prie seulement pour qu'un jour, elle trouve un homme qui soit digne de ce cœur vaillant. Un sanglot s'est échappé de ma gorge, assez fort pour réveiller Marcus. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il a vu le livre, il a vu mon visage, et m'a simplement tiré contre sa poitrine. J'ai enfoui mon visage dans sa chemise, lâchant le dernier morceau pointu de ressentiment que je portais en moi. Je n'avais pas été invisible. Papa m'avait vu. Il m'avait toujours vu. Je n'étais pas le mouton noir. J'étais le berger silencieux, en qui il avait confiance. Je n'étais pas seul. 2 semaines plus tard, l'ultime test est arrivé, sous la forme d'une vibration sur mon téléphone. J'étais dans la cuisine, en train de préparer du café, lorsqu'un message texte est apparu. C'était de Vanessa. C'était un long bloc de texte décousu, dépourvu de toute ponctuation, et de toute excuse. Demi, tu dois m'aider. Darren a pris la voiture, et est parti. Il m'a laissé avec rien d'autre que des dettes. La banque arrive, lundi. Je n'ai nulle part où aller. Tu es riche, maintenant. Tu dois m'envoyer 10 000 €, juste un prêt, s'il te plaît. Nous sommes sœurs. La famille. Aide la famille. J'ai fixé l'écran, lisant les mots, la famille, aide la famille. L'audace était à couper le souffle. C'était la femme qui m'avait dit que je n'étais pas digne d'être aimé. La femme qui avait porté mon uniforme, comme une plaisanterie. La femme qui avait essayé de faire de moi la secrétaire de son mari. Et maintenant, alors que le navire dans lequel elle avait percé des trous était en train de couler, elle voulait que je lui lance un gilet de sauvetage fait d'argent liquide. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine, dans l'arrière-cour,
sous la douce bruine grise du matin de Seattle. Marcus était agenouillé, dans la terre. Il plantait les bulbes que nous avions achetés plus tôt dans la semaine. J'ai reporté mon regard sur le téléphone. Il y a 4 ans, j'aurais envoyé l'argent. J'aurais essayé d'acheter son amour. Mais, je n'étais plus cette femme-là. Je n'ai pas tapé de réponse. Je ne lui ai pas fait la morale. J'ai simplement appuyé sur la petite icône en forme de livre dans le coin de l'écran, j'ai fait défiler vers le bas jusqu'au texte rouge, et j'ai pressé « Bloquer l'appelant ». Le message a disparu. La connexion a été rompue. Ce n'était pas un acte de cruauté. C'était un acte d'instinct de conservation. J'ai réalisé que je n'avais aucune responsabilité pour sauver les personnes qui avaient essayé de me noyer. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, et je suis sorti par la porte de derrière. L'air à l'extérieur sentait la terre mouillée, et les aiguilles de pin, le parfum signature du Nord-Ouest Pacifique. Je me suis dirigé vers le parterre de fleurs, et me suis agenouillé, à côté de Marcus. Mes genoux se sont enfoncés dans la terre humide, ruinant mon pantalon de jogging propre. Mais, je m'en moquais. « Tout va bien, capitaine ?» a demandé Marcus, en essuyant une tache de terre sur sa joue. J'ai regardé la rangée de tulipes blanches qu'il venait de planter. Au printemps, elles fleuriraient. Fortes, résilientes et pures. Des tulipes blanches, pour le pardon. Pas un pardon pour eux, mais un pardon pour moi-même. Me pardonner d'être resté trop longtemps. Me pardonner d'avoir cru que je n'étais pas assez bien. Je vais bien, ai-je répondu, en attrapant un outil pour l'aider à recouvrir les bulbes. En fait, je vais mieux que bien. Je suis à la maison. Nous avons passé le reste de la matinée en silence, à travailler la terre, nos mains étant sales et froides, mais nos cœurs remplis. Le vrai bonheur ne se trouvait pas dans le tintement des coupes de champagne, ou dans les applaudissements d'une foule hypocrite. Il était ici dans le calme, dans la terre, avec la seule personne qui connaissait mon âme. 1 heure plus tard, je me tenais devant le miroir en pied de notre chambre. J'étais vêtu de mon uniforme, le tissu bleu était impeccable, les boutons dorés étincelant sous les lumières. J'ai passé mon doigt sur les rubans ornant ma poitrine, chacun étant une histoire de survie. Puis, j'ai touché la légère cicatrice sous mon menton. Darren l'avait qualifié de défaut. Marcus l'appelait une marque de courage. Aujourd'hui, je l'appelle simplement moi. J'ai tendu la main vers le tube de rouge à lèvres, sur la coiffeuse. Bordeaux, profond, sombre et assumé. Je l'ai appliqué avec soin, en pressant mes lèvres l'une contre l'autre. La couleur était audacieuse, contre ma peau. C'était la couleur d'une femme qui avait traversé l'enfer, et qui en était ressortie, en tenant le flambeau. J'ai ajusté mon col, et j'ai redressé les épaules. J'avais une unité à diriger. J'avais une logistique à gérer. J'avais une vie à vivre. La vie est un champ de bataille. Nous prenons tous des coups. Nous sommes tous trahis. Nous avons tous des moments où nous nous tenons sous la pluie en mangeant des nouilles ramen, en nous demandant si nous aurons chaud, à nouveau. Mais en regardant mon reflet, je connaissais la vérité. Je m'appelle Demi James. J'ai été une victime. Puis, j'ai été une survivante. Maintenant, je suis une victorieuse. Et si vous êtes là-bas, debout dans votre propre vallée des ombres, écoutez-moi. Ne laissez pas tomber votre arme. Ne les laissez pas vous définir. La nuit est longue, mais je vous le promets, l'aube arrive. En y repensant, la leçon la plus chère que j'ai payée ne concernait pas l'argent. Elle concernait la définition de soi-même. Pendant des années, j'ai permis à Vanessa et à Darren de tenir le stylo qui écrivait l'histoire de ma vie. Ils m'ont étiqueté comme froide, indigne d'être aimée, et brisée. Et pendant très longtemps, je les ai crus. Mais voici la vérité, que je veux que vous emportiez avec vous, aujourd'hui. Votre valeur ne diminue pas, en fonction de l'incapacité de quelqu'un d'autre, à voir ce que vous valez. Ce n'est pas parce qu'un client dans un vide-grenier pense qu'un diamant est un morceau de verre, que cela change la nature de la pierre. Cela reste un diamant. Vous devez être le gardien de votre propre étiquette de prix. Lorsque le monde essaie de vous brader, ayez le courage de doubler le prix. Maintenant, je veux vous céder la parole.
Vous êtes-vous déjà senti comme le mouton noir de votre famille? Où avez-vous vu vos sacrifices, ignorés par les personnes que vous aimiez le plus? S'il vous plaît, soyez courageux, et partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous, et je veux que cette chaîne soit un espace sûr, où vous savez que vous n'êtes pas seul. Si mon voyage, de ce cimetière pluvieux au jardin de la paix, vous a donné ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir aujourd'hui, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton j'aime. Et pour rejoindre notre communauté grandissante de survivants et de guerriers, assurez-vous de vous abonner, et d'activer les notifications. Continuons à mener le bon combat.